Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Sans titre enregistré à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. Lors de cette nouvelle émission, nous nous sommes entretenus avec Nicolas Ballet, attaché de conservation Nouveaux Médias du Centre Pompidou, mais également commissaire d'exposition. Bonne écoute. Nicolas Ballet, donc comme je le disais, tu es docteur en histoire de l'art contemporain de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et attaché de conservation au service Nouveaux Médias du Centre Pompidou. Tu es également commissaire d'exposition, reconnu pour ta passion et ton expertise dans les domaines de l'art contemporain, de la musique industrielle et de la culture alternative. Ton travail pluridisciplinaire interroge les frontières entre les disciplines, les mouvements artistiques, les sciences sociales, explorant des aspects souvent méconnus de l'histoire culturelle contemporaine. Pour illustrer ton travail, je citerai quelques expositions dont tu es à l'initiative, telles que Persuasion, Industrial Music and Mind Control à l'École d'art et de design de Genève en 2015, qui explorait les intersections entre la musique industrielle, le contrôle mental et les nouvelles technologies. Ou en 2019, Antipsychiatrie, des liens entre art et psychiatrie de 1960 à nos jours à l'Institut national de l'art. Et plus récemment, et dans ces murs du Centre Pompidou, tu as dirigé l'exposition Who You Staring At, qui s'est tenue donc en 2023, une exposition qui explorait les contributions visuelles et sonores radicales radicales. Donc, on reprend. Une exposition qui explorait les contributions visuelles et sonores radicales et subversives de la scène No Wave de New York. Bon, pour résumer, trois expositions majeures dont tu es à l'initiative en tant que commissaire, qui ont comme point commun vraiment le défrichage un peu de la culture alternative et des musiques industrielles et des liens qu'ont entretenu cette scène-là avec les domaines des sciences sociales et des sciences de la psychiatrie. C'est ça ? Exactement, oui, c'est bien ça. C'est peut-être plus clair sur la fin. Est-ce que dans un premier temps, tu peux revenir sur tes études et ta formation et nous dire un petit peu quelle importance ça a dans ton parcours et peut-être aussi nous dessiner les contours de ton travail aujourd'hui, peut-être par la suite. Enfin, voilà. Bien sûr. Déjà, merci à vous pour votre invitation. Je suis vraiment très heureux d'être là, dans un lieu qu'on connaît bien, la Bibliothèque publique d'information au Centre Pompidou, qui est vraiment le centre culturel qui offre aussi un accès au savoir pour tous et toutes. On va en reparler de toute façon. Je remercie aussi Cyril Lecomte, que je vois juste derrière la caméra avec l'ensemble de l'équipe du centre. Alors ce cursus, il est assez classique, assez simple. C'est celui d'un cursus en histoire de l'art à l'université de Lyon 2, dans un premier temps, où j'ai pu découvrir des cours passionnants comme ceux d'Annie Claustre et de Bertrand Clavez en histoire de l'art contemporain. Mais pas que, évidemment. Ensuite, je me suis orienté plutôt vers un mémoire de Master 1 recherche, autour de la figure du professeur conservateur Maurice Besset, conservateur de musée, et plus spécifiquement autour de l'intégration dans les collections publiques françaises de l'abstraction américaine. C'était un sujet qui m'intéressait énormément, que j'ai pu explorer avec Annie Claustre dans un premier temps, mais aussi avec Laurent Baridon lorsque je me suis inscrit aussi en Master 2 à Grenoble, à l'université Pierre Mendès France l'année d'après. C'était en 2010-2011. C'était une période aussi qui coïncidait avec mon travail à l'Institut national d'histoire de l'art en tant que moniteur étudiant, où je faisais des sortes d'aller-retour entre Grenoble, Lyon et Paris, étant donné que je travaillais à mi-temps pour l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art, pour justement inventorier le fonds d'archives qui venait d'avoir de Maurice Besset. Donc c'était parfait, je pouvais faire d'une pierre deux coups, à la fois en travaillant à l'INHA sur ce fonds et en alimentant aussi mes recherches pour le mémoire de Master 2 en l'occurrence. Et ensuite je me suis orienté vers une thèse de doctorat, toujours en histoire de l'art, mais à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne cette fois-ci, avec Pascal Rousseau, qui m'a largement aidé dans la direction de mes recherches. C'est un sujet que je lui ai proposé en 2012 autour de la culture visuelle des musiques industrielles. Sujet qui m'a passionné et qui continue d'ailleurs de me passionner encore aujourd'hui pendant des années.
et qui m'a toujours permis de rester dans ce cadre de recherche, celui de l'INHA, étant donné qu'il propose aussi des contrats doctoraux. J'ai pu en avoir un pendant 3 années, ce qui m'a permis de continuer mes recherches sereinement, mais aussi de travailler en équipe avec d'autres chercheurs et des chercheuses autour d'archives audiovisuelles, notamment, donc toujours avec Annie Klaus, mais aussi Larissa Driansky, qui pilotait un programme autour de l'art contemporain des 20e et 21e siècles. Et à la sortie donc, de cette expérience, j'ai pu commencer à donner des cours aussi à Paris 1, mais pas que, à l'ENSI aussi, les ateliers, donc une école d'art qui m'a permis de tenter de penser en actes aussi, auprès d'une très jeune génération d'artistes, de créateurs. Donc ça, c'est une expérience qui évidemment est très intéressante, étant donné qu'on tente de transmettre le savoir dans un cadre complètement différent de celui de l'université. Voilà, et à la suite de ces expériences-là, j'ai enchaîné avec des post-docs, encore à l'INHA autour d'un projet autour des liens entre art et anti-psychiatrie, avec le collectif Atamas, que j'avais donc avec Aurore Busto, Sandrine Mitz et Hélène Guessens. Et ensuite un autre postdoc sur un sujet un peu différent autour d'un collectif de mail art et de performance américain, les Petites Bonbons, qui ont largement investi la scène glitter rock américaine, donc le versant glam rock aux États-Unis, en infiltrant les tabloïds rock de l'époque, en apparaissant comme étant un groupe alors qu'ils n'avaient aucune production musicale, mais pour mieux tenter de subvertir ce processus de starification depuis l'intérieur, et surtout en transmettant leur message au sein même de ces tabloïds et donc de la scène glitter du début des années 70. Donc c'est un sujet qui m'a passionné pour l'ABEX qui s'appelait, qui n'existe plus aujourd'hui, mais l'ABEX Cap Création Art Patrimoine. Et ensuite, je me suis orienté vers le champ institutionnel en postulant un poste d'attaché de conservation au Centre Pompidou dès octobre 2021 pour le service Nouveaux Médias. Voilà, qui est un service qui préserve donc de la vidéo, des œuvres sonores et des œuvres numériques. Je rappelle que le Centre Pompidou, donc plus particulièrement le Musée national d'art moderne, qui est dans le Centre Pompidou, est constitué de plusieurs secteurs de collection, dont le secteur Nouveaux Médias. Il y a aussi les secteurs films, etc., etc. On ne peut plus clair. C'était carré. Alors, j'ai pas répondu sur les contours du métier encore, mais je te laisse. Je t'y ramène dès maintenant. J'aimerais bien que tu nous dises un petit peu, tu nous décrives un peu ton métier, et à la fois au Centre Pompidou et peut-être, si c'est le cas, à l'extérieur du centre. Et est-ce que c'est le même métier ? Oui. Est-ce que tu peux nous dire ça ? Alors, effectivement, moi, je viens plutôt du monde de la recherche et de l'enseignement. Je me suis orienté vers l'univers des musées pour tenter de transmettre aussi et de formuler la recherche dans un cadre différent, celui de l'espace muséal, pour sous la forme d'expositions, mais d'autres événements, des conférences, des colloques, peut-être transmettre le savoir dans ce contexte-là, qui est hors cadre universitaire et donc qui s'adresse plutôt à un public qui s'intéresse aux activités du musée, c'est clair, ou un public qui serait juste de passage, et tant mieux, parce qu'on en profite aussi pour pouvoir présenter un savoir qui est issu des collections du MNAM, du Musée national d'art moderne, pour tous. C'est vraiment notre mission première. Notre autre mission, c'est évidemment de valoriser les différents travaux des artistes, en explorant peut-être, sous la forme d'accrochage, de présentation, voire d'exposition, et aussi d'autres événements que je mentionnais, là, des conférences, en valorisant des artistes qui sont parfois peu visibles aussi au Centre Pompidou, dans un cadre qui a un rayonnement aussi international très fort, dans lequel il y a évidemment beaucoup d'enjeux pour le monde de l'art, et pas que celui des artistes, mais évidemment celui des galeries, et aussi donc du marché de l'art. Mais moi, mes missions premières, c'est de m'occuper d'un cycle qui s'appelle Vidéo et après. C'est un cycle de conférences dont je fais la programmation avec Marcella Lista, qui est la chef de service de la collection Nouveaux Médias du MNAM.
et qui oriente avec moi cette programmation une fois par mois qui prend la forme de séances de projection et de rencontres avec des artistes, des chercheurs, des chercheuses, pour des séances de 2 heures où on s'arrête sur certains aspects de la collection pour pouvoir la valoriser le plus possible. Voilà, je m'occupe aussi de certains projets de recherche pour des expositions. La dernière en date, c'était une exposition autour du son au Westbund Museum Shanghai. C'est une sorte d'antenne du centre Pompidou, mais à Shanghai, dans un musée déjà existant, le Westbund Museum, dans lequel on a pu organiser donc cette exposition qui se concentre à la fois sur des compositeurs et compositrices qui vont vers le champ d'installation et inversement, des plasticiens et des plasticiennes qui s'intéressent à la composition musicale, pas que évidemment. Je simplifie le propos. Et on a pu, à l'occasion aussi de l'inauguration de cette exposition qui était fin avril de cette année, convier 5 artistes, 5 performeurs et performeuses chinoises pour justement ouvrir sur 2 jours cet ensemble. Okay. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les différentes étapes de ce processus-là, entre l'émission de la demande, etc., qui font partie de mon job, et comment ça s'articule jusqu'à l'apparition d'une exposition, par exemple ici. Comment ça se découpe? Est-ce qu'il y a une méthode? Ouais. Le projet autour du son, par exemple, au Westbund Museum de Shanghai, étant donné que c'est un contrat que ce musée a avec le centre Pompidou, donc ils peuvent utiliser le nom du centre pendant un certain nombre d'années. Ils sont soit demandeurs, soit on leur propose des projets d'exposition tout simplement. Donc on peut travailler avec eux dans ce cadre-là. Sur d'autres accrochages ou présentations qu'on a au musée ici à Paris, ce sont des choix qu'on peut faire autour, c'est prioritaire évidemment, autour de la collection Nouveaux Médias, où tout comme les séances vidéo après les conférences de 2 heures, on va s'intéresser à certains sujets pour pouvoir présenter un ensemble d'œuvres issues de la collection. Je prends un exemple. Tu mentionnais Who You Staying At, culture visuelle de la scène no wave des années 70 et 80, qui retenait certains artistes dans le Lower East Side de cette époque-là pour explorer un petit peu toute leur innovation visuelle et sonore dans des champs de ruines de l'époque dans ce Manhattan des années 70 mais aussi 80. Je suis parti d'un constat très simple, c'est-à-dire que je me suis intéressé évidemment aux œuvres sonores, vu aussi mon cursus, pas que, mais il se trouve que dans la collection Nouveaux Médias, on a une série de compilations faites par John Giorno des années 70, 80, 90, qui permet d'indexer et d'accéder à certains artistes qui sont habituellement peut-être hors radar du champ institutionnel, étant donné qu'ils jouent très tôt des années 70 de phénomènes d'auto-exclusion et de déprofessionnalisation du métier même d'artiste. Donc on a des personnes formidables comme Diamanda Galas, Lydia Lunch, mais encore Coil, Instruzoden Neubotten, Psychic TV, et j'en passe, qui sont dans ces compilations et qui sont donc indexés dans notre collection. Donc j'ai pris le nom de Lydia Lunch, elle apparaît aussi dans un disque qui s'appelle Re-Up de 1999 à l'initiative des frères Hurtado, donc Eric et Marc Hurtado, avec Alan Vega, Genesis P. Orridge, Bashir Attar, mais aussi Lydia Lunch, qui apparaît sur ce disque et qui est dans la collection. J'ai pu donc retenir ce nom et m'intéresser à l'ensemble de la scène web, étant donné que c'est l'une des égéries de cette scène, pour pouvoir faire une présentation un petit peu plus globale dans une des salles des collections permanentes du musée au niveau 4. Comment la problématique arrive? C'est toi, elle t'est commandée, plus ou moins, ça sort de réunion? Comment la problématique, elle se formule? Et est-ce qu'elle doit être validée? Oui, bien sûr. Ouais. Chaque projet doit être validé. C'est important de respecter aussi tout simplement un agenda pour ce qui est des activités culturelles qui sont proposées par les conservateurs, les conservatrices et les attachés de conservation au Centre Pompidou. Donc évidemment qu'il y a tout un système à respecter, c'est normal. Et la problématique, elle vient
au fil des recherches, tout simplement, des recherches dans les collections, dans le fonds documentaire de la bibliothèque Kandinsky. On parle de la bibliothèque publique d'information ici, mais il y a aussi, il faut le savoir, une bibliothèque de recherche au Centre Pompidou, au niveau 3. Donc la bibliothèque Kandinsky qui permet d'accéder à des fonds d'artistes, de nombreux fonds d'archives passionnants, et qu'on peut présenter dans des vitrines pour faire des liens aussi sous la forme de dialogue entre des documents d'archives et des œuvres vidéo ou sonores, tout simplement faire un travail de recontextualisation d'un sujet pour tout simplement mieux suivre l'évolution de cette scène No Wave en l'occurrence et voir ce que ça peut nous apporter aujourd'hui. Donc ces problématiques, c'est-à-dire ces liens aussi notamment entre des vidéastes comme Dan Graham, qui est déjà bien installé, même dans les années 70-80, dans le champ de l'art contemporain, dans ce domaine. On voit qu'il y a des liens très forts qui existent entre ces vidéastes, ces artistes déjà reconnus, et des artistes post-punk, no wave, qui se produisent plus dans des bars d'artistes, du Lower East Side, de Tribeca, ou dans des salles de projection éphémères, ou même des squats. Je vois tout à fait l'ambiance. Est-ce que, justement, dans ce travail-là de mise en relation de différents documents, différentes archives, etc., dans le but d'illustrer plus largement un propos autour d'une exposition, etc., il y a, Thibaut te demandait, est-ce qu'il y a des validations, etc. Tu réponds tout de suite, oui, bien sûr, il y a tout un système, etc. à répondre, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a un regard extérieur à ton métier? Est-ce que c'est un travail purement solitaire? Est-ce que tu bosses en duo ou plus? Et est-ce s'il y a le regard comme ça extérieur qui se penche sur ton boulot, par qui? Parce que de ce que je comprends de ton travail, c'est que presque c'est très, je vais avoir d'un tourisme. En fait, du coup, c'est très créatif finalement. Tu vas là où ça t'intéresse et tu fouilles et ensuite vous décidez de creuser un aspect ensemble en comité. C'est ça? Exactement. Oui, c'est ça. Yes. Et du coup, effectivement, comment ça se passe quand tu as une intuition, une envie qui peut peut-être être naïve ou pas forcément très construite. Et puis, comment tu fais pour valider cette intuition-là? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'accompagne? L'arbitrage entre des intuitions Bien sûr. On est dans la validation, en tout cas, évidemment, jamais seul. Je rassemble un corpus d'œuvres, tout simplement, un propos. J'essaye d'expliquer dans un PowerPoint, tout simplement, chaque œuvre, de rédiger un texte de présentation d'ensemble et ensuite présenter ça, en l'occurrence à Marcella Lista, et aussi Philippe Bettinelli, qui m'accompagne dans ce processus également, et notamment dans les relectures des textes, des notices, des cartels qu'on propose au public pour ces projets. Donc tu me parlais de regard extérieur, je peux vraiment compter sur mes collègues pour ça, Marcella, Philippe, mais également Anaïs Brive, qui est attachée de collection au sein même du service, Alain Dubillot, attaché de conservation au sein du même service, qui lui s'occupe plus particulièrement de la collection sonore, également Sylvie Doualabel, attachée de conservation également, et je pense à Julie Champion, qui n'est plus dans le service depuis novembre dernier, mais qui m'a beaucoup aidé sur une autre exposition autour des muses s'amusent et des insoumises, fondée autour de Delphine Seyrig, de Carlos Sopoulos, de Yona Wider, notamment, qui sont des activistes qui, dès les années 70, se sont intéressés au porte-à-pack Sony, donc, qui était accessible sur le marché européen dès 1967, et elles se sont emparées de cette solution de caméra légère entre guillemets, parce que c'était quand même un matériel assez imposant, avec un
un magnétoscope porté en bandoulière et qui, au bout d'un moment, pouvait aussi peser sur l'épaule, apparemment. Je ne l'ai jamais utilisé personnellement, mais qui se sont emparés de ce matériel pour documenter les luttes anti-impérialistes, les luttes féministes et également ouvrières dans les années 70 en France. Et c'est un sujet qui nous a passionnés avec Julie Champion et également Hélène Flickinger, qui est vraiment spécialiste de la question, maîtresse de conférences et chercheuse en études cinématographiques, et qui m'ont aussi accompagné autour de ce nouveau sujet. C'était une présentation qui a pris un format un petit peu similaire que celle dont je vous ai parlé à l'instant, Who You Staring At, dans le même espace, au niveau 4 du musée. Mais cette fois-ci, on l'a fait à 3 pour ce qui est du commissariat, et c'était une expérience formidable, étant donné qu'on a pu aussi bénéficier de toutes les recherches que Hélène Flickinger avait pu faire sur le sujet jusqu'à présent. Elle a quand même consacré une grande partie de sa thèse à cette question-là. Et donc, en termes de regard extérieur, c'était évidemment essentiel d'avoir ces supports, ces appuis, ces avis qui pouvaient évoluer au fil de nos recherches qui s'étalent sur des mois. Il y a une difficulté de présenter de la recherche dans le musée. Enfin, c'est une très bonne question. Que le regard scientifique et le regard plastique rencontrent formellement, ça se passe comment? Cohabite formellement? Bien sûr. Alors évidemment, faut rester ouvert d'esprit. Moi, je suis tout à fait pour qu'il y ait de la recherche au sein du musée, même si évidemment qu'on va simplifier les propos dans une exposition, étant donné qu'on s'adresse à un public qui, encore une fois, s'intéresse au musée, et d'autres sont peut-être juste là de passage, et c'est normal, c'est fait pour. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas être pointu dans les propos. Certes, on est limité dans la rédaction des textes, en termes de limites même, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas justement documenter une exposition à partir de recherches approfondies. Donc, ce lien avec la recherche, il est, moi je pense, inévitable, il est très précieux, et on peut le formuler dans un espace muséal, même si, encore une fois, c'est un cadre complètement différent. Entre formuler un cours de 2 heures en histoire de l'art contemporain après 1945, par exemple, face à des étudiants et des étudiantes qui sont là pour ça, et qui ont peut-être déjà des repères, pas forcément, mais c'est pas grave, on est là aussi pour apprendre, et le cadre muséal, surtout au Centre Pompidou, qui déborde d'activités également, étant donné qu'il y a un public nombreux, et tant mieux. Et on aimerait d'ailleurs ramener plus de monde et un public bien plus diversifié aussi, même s'il l'est. Et c'est à la fois un challenge, mais aussi très précieux de pouvoir travailler dans ce contexte-là. Et ce travail de vulgarisation, c'est vous qui le faites, ou il y a des gens en plus qui viennent aider là-dessus sur la rédaction des textes. Sur la rédaction, non, on s'occupe de la rédaction des textes. Sur les schémas, j'en sais rien en fait, parce que j'imagine que ça peut passer par 1000 choses. Par exemple, pour le focus autour des Insoumises, Hélène nous a énormément aidé, évidemment, pour la rédaction des textes. Pour Who You Staring At, là, je me suis occupé de la rédaction. Et j'ai pu voir ça avec mes collègues pour ce qui est des relectures, encore une fois. Et là, c'était très précieux en termes de regard extérieur sur le choix de juste quelques phrases, mais qui changent tout. Mais en général, on rédige à chaque fois systématiquement les contenus, même pour nos séances vidéo et après, étant donné qu'on publie à chaque fois pour mieux communiquer sur les événements, une page illustrée d'une photo sur le site du Centre Pompidou. Donc là, on résume l'ensemble de la séance. Lorsqu'on projette des œuvres sonores ou des vidéos, on essaye de les lister également, tout en mettant la biographie des différents intervenants et intervenantes au cours des séances. Il y a des obstacles. Quels sont les obstacles quand on construit des gros projets comme ça? Est-ce que, par exemple, le budget, enfin, quand on est dans l'art numérique, souvent, c'est quand même des dispositifs qui peuvent coûter cher. Est-ce que, par exemple, ça, c'est un problème? Comment on contourne ces problèmes-là? Est-ce qu'on trouve des bourdes, on trouve des sous ailleurs, d'autres partenaires sur les expos? Comment ça se passe? Bien sûr. Parfois, ça peut être... déjà, il faut s'armer de patience.
Lorsqu'on propose un projet, peut-être qu'il ne marche pas et c'est pas grave. On s'oriente dans ce cas-là sur d'autres sujets ou alors on continue de le présenter. Pourquoi il marcherait pas? Tu dis quand on présente un projet, des fois il marche pas à quel niveau? En termes de temporalité, c'est peut-être pas le bon moment. Avec en plus la prochaine fermeture du musée, il y a une forme d'embouteillage dans les projets aussi qui sont proposés et c'est normal. Voilà, il faut juste, encore une fois, être patient. Parfois, c'est simplement pas le bon moment et c'est pas grave. Il y a aussi des priorités vis-à-vis des activités du service ou même de la direction. Et pour tenter de répondre à ta question aussi autour des moyens, des ressources qui sont déployées sur tel ou tel projet d'exposition ou d'accrochage. Oui, parfois, effectivement, on peut rencontrer certaines difficultés, mais c'est normal. En général, tout fonctionne bien. On peut aussi bénéficier du support des amis du musée pour, par exemple, des acquisitions d'œuvres. Okay. Et ça, c'est un point évidemment essentiel pour la vie du musée, de ses collections et tout simplement la valorisation d'artistes qui comptent et les nouvelles générations de créateurs et de créatrices qui arrivent. Moi j'avais une question, qu'est-ce que le contact avec le public, la relation avec le public, etc., à toi, dans ton niveau, dans ton quotidien, ça intervient beaucoup, pas beaucoup, comment tu peux m'en parler de ça? J'adore évidemment ce lien avec le public lorsqu'il est là pour poser des questions à la suite d'une séance de projection et de rencontre avec les artistes. On invite systématiquement le public, ceux que ça intéresse, à poser des questions, à faire des remarques pour justement faire vivre ces séances. C'est pour ça aussi que maintenant on a pris la décision de faire des entrées libres pour ces séances qui avant étaient payantes, les séances vidéo et après, qui existent depuis un certain nombre d'années maintenant. Et le rapport au public qui se fait aussi dans les expositions où on voit tout simplement les réactions des différents visiteurs au sein même des parcours et c'est toujours réjouissant de voir aussi les personnes fonctionner, qu'il est intelligible et qu'il est reçu par quelqu'un parce que j'imagine qu'il y a tout un défi dans la construction et l'entretien de ce lien entre des propos dans les propos développés par une exposition qui peuvent être des fois éloignés des connaissances du public, qui peuvent être un peu opaques des fois peut-être à transmettre et le challenge que ça nécessite d'aller justement créer un dispositif qui arrive à être suffisamment poreux pour accueillir le public et entretenir un dialogue et une relation et ça doit être toute une partie j'imagine de ton boulot qui doit être délicate, quoi, qui est remplie d'injonctions qui sont peut-être pas tout le temps hyper conciliables, hyper facilement. Ouais. Bien sûr, le but c'est vraiment aussi de présenter des sujets pour proposer une découverte, une redécouverte de la part du public autour d'une histoire qu'on va présenter de manière simple, mais aussi pointu. Et c'est là tout l'enjeu. Et également, peut-être à certains moments, dans ce contexte-là. Mais c'est toujours effectivement encourageant de voir lorsque une exposition marche, qu'elle est fréquentée, et que les gens, tout simplement... les visiteurs se documentent et s'approprient un peu. Et s'approprient effectivement toutes ces vidéos qui peuvent peut-être, et des œuvres sonores et autres documents qui peuvent donner peut-être des idées, je sais pas, dans des parcours très, très diversifiés, étant donné que la force aussi du centre Pompidou, c'est à la fois la diversité des œuvres qui sont présentées en termes de géographie, en termes de pratique, mais aussi l'autre force, ce serait peut-être la diversité des différentes personnes qui sont là pour présenter ces corpus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui compte et on le voit bien à travers les propos présentés dans tel ou tel projet. Est-ce que tu disais que les amis du musée parfois pouvaient être une ressource pour accompagner des acquisitions. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe une acquisition
comment ça se décide, c'est quoi, c'est à quelle occasion? Par exemple, là, il y a des NFT qui sont rentrés au Centre Pompidou. Est-ce que ça s'est décidé chez toi? Alors ça s'est décidé, c'est à l'initiative de Marcella Lista et de Philippe Bettinelli qui ont proposé une série d'œuvres NFT. Il y a eu certaines donations, ils en ont profité notamment, ils en ont profité pour aussi faire valoriser tout ce corpus extrêmement intéressant à l'occasion d'un accrochage au sein même des collections permanentes du musée au niveau 4, encore une fois. Quand je parle du niveau 4, à chaque fois, ce sont les collections contemporaines des années 60 à nos jours. Donc il est évident que sur un secteur comme celui des nouveaux médias, on va pas mal investir évidemment ce niveau-là, sachant que le niveau 5 du musée est consacré aux collections modernes. Donc les avant-gardes notamment, avec Dada, les surréalistes, les futuristes, etc. Mais pour tenter de répondre à ta question, comment ça se passe? On a deux... Oui. En fait, même comment vous rencontrez le travail? C'est-à-dire, pas que les NFT, mais à quel moment vous dites c'est ça? Est-ce qu'il y a une commission tous les ans? Puis chacun arrive avec quelques œuvres en disant tiens, il y a tel artiste, puis vous en discutez tous ensemble. Est-ce que en fait c'est plutôt au fur et à mesure des expositions qui arrivent? Est-ce que tu veux ma carte de visite? Est-ce que tu vois? Non, comment ça se passe? Beaucoup de visites d'ateliers, d'artistes. Tout simplement des choix qui se font en fonction des manques dans la collection, en l'occurrence Nouveaux Médias, quels artistes, quelles œuvres manquent. On fait un gros travail. Marcella et Philippe font vraiment un travail remarquable sur les artistes femmes qui sont peu visibles. On change évidemment la donne dans la collection, et c'est un point évidemment important. Mais évidemment, ce n'est pas la seule caractéristique. Il y a 2 commissions par an où, dans un premier temps, les conservateurs et conservatrices vont présenter leurs différents projets pour ensuite les valider. Et les acquisitions sont accompagnées d'expositions, ou c'est complètement décorrélé? Les acquisitions. Les acquisitions, dès qu'il y a une acquisition, le but c'est évidemment de sortir ses travaux, de les montrer, de les valoriser. Donc dans le meilleur des cas, ça s'accompagne d'une exposition. Oui. D'accord. Mais en fait, c'est pas l'un et l'autre vont pas forcément de pair. Ce serait bien que ce soit systématique, que ce soit le cas à chaque fois. C'est-à-dire il y a une acquisition. Ce serait bien de montrer les œuvres. Parce que là, récemment, je suis allé au musée d'art contemporain de Lyon où ils ont fait une sorte de gros litchi, ou je sais pas comment on peut dire, de Kiss Bank Bank pour acheter une pièce énormissime. J'ai oublié le nom de l'artiste. C'est une artiste anglaise qui a fait une toile de 140 mètres de long, et vraiment et ils faisaient une grosse exposition autour, et tu sentais bien que en fait il y avait aussi une fierté. L'exposition accompagnait l'année qu'ils avaient passée à essayer d'acheter la pièce, et que après autour ils présentaient d'autres boulots, mais c'était donné, concrétiser l'achat, quoi. Je trouvais que c'était assez joli comme. Puis il y avait tous les gens qui s'étaient portés acquéreurs, du coup, qui avaient participé au Kiss Bank Bank. Bref. T'habites Paris? Oui, Paris intramuros. Ouais. Dans le 9e. Tu penses que c'est important pour être à la page, pour être pour être à la page et pour tes recherches, d'être dans le coin, d'être dans Paris? Pas forcément, mais il est évident que c'est plus simple. Oui, pour ce qui est des transports, tout simplement. Après, c'est évidemment parfois à certains égards plus compliqué d'être au centre même de Paris, mais c'est aussi très agréable de pouvoir bénéficier des différentes activités de la ville. Et les artistes que tu rencontres les rencontres où?
Les artistes, ça dépend beaucoup dans les concerts que je fréquente, par exemple. Parfois, j'ai certaines personnes qui me contactent et je suis toujours ravi de pouvoir rencontrer certains artistes dans leur atelier. Pas forcément. Ça peut être tout simplement dans un café pour qu'ils puissent me parler de leur pratique. Et puis, parfois, c'est des amis, tout simplement, que je rencontre à nouveau dans des lieux que je fréquente, où je vais voir certaines performances ou des concerts expérimentaux. Donc, à Paris aussi, c'est plus simple d'être à Paris. Souvent à Paris. Souvent à Paris. Pour ça, oui. D'accord. Oui. Ça arrive souvent que les artistes te contactent directement? Souvent, non. Parfois, de temps en temps, C'est quoi le mais? Je sais pas, je faisais Non, mais en fait, je me demandais si c'était intéressant pour toi. En fait, c'était plutôt ça. Est-ce que c'est cool d'être en relation avec les artistes, ou au contraire, toi, t'es plutôt dans un petit peu, on va dire un petit peu après, plus dans le catalogage et dans la t'as compris ma question. C'est-à-dire, tu es plus dans la préservation, la conservation que dans la prospective. Oui, voilà, c'est ça. Non, je trouve ça toujours intéressant, évidemment, d'avoir ce rapport à la création très, très contemporaine, très, très actuelle. En rencontrant certains acteurs du monde de l'art, c'est toujours stimulant. Et comme je donne quelques cours aussi à côté, notamment à la rentrée là pour un master 2, à Paris 4 qui s'intitule L'art contemporain et son exposition, c'est une façon aussi tout simplement de revenir sur une actualité et de présenter ça aux étudiants et aux étudiantes pour qui ça va forcément compter aussi dans leur cursus, surtout pour un master professionnel comme celui-ci où ils s'orientent vers des métiers de curation et donc un rapport aux œuvres déployées dans des espaces en galerie ou en musée qui est important. Tu veux parler de ce deuxième travail ou pas? Est-ce que c'est important d'avoir un deuxième boulot pour autre que financièrement, je veux dire, est-ce que ça nourrit aussi toi ton travail ici? Moi, ça permet bien sûr. Ça permet de continuer à avoir ce lien avec l'université qui me tient à cœur. Un lieu comme l'Institut national d'histoire de l'art, qui accueille différentes universités, a été et est toujours très important pour moi. Il y a une bibliothèque formidable là-bas, je vous encourage à vous y rendre avec un fonds très, très important, en accès libre aussi, mais pas que. Et donner des cours, c'est aussi tenter de transmettre l'information dans ce cadre-là universitaire, qui est encore une fois un cadre différent de celui du musée. Et je trouve que les deux sont complémentaires. Vraiment. Moi, j'apprends énormément, toujours, quand je donne des cours à travers les regards des différents étudiants et des étudiantes sur ce que je leur propose, je leur présente, et quelque part, en fait, on apprend ensemble à travers ces corpus. Et c'est un peu différent, évidemment, au Centre Pompidou, dans les musées, mais lorsqu'il y a des retours de la part du public, c'est aussi évidemment très, très enrichissant. Ce lien avec des activités à côté de mon temps complet, tout simplement, au Centre Pompidou, c'est essentiel pour moi parce que ça me permet de continuer à être dans la recherche, dans la rédaction de textes et de livres qui me tiennent à cœur lorsque ça marche. Je pense à la publication de ma thèse autour de la culture visuelle des musiques industrielles dans les années 70 et 80 et un petit peu 90, que j'ai titré l'année dernière aux Presses du Réel. C'est important aussi d'aller jusqu'au bout de cette expérience-là, c'est-à-dire celle de la thèse, où pendant des années, en l'occurrence 6 ans, on va se mettre dans des recherches foisonnantes, très stimulantes, pour rédiger un pavé qui finalement il va falloir réduire pour le format livre de manière à ce qu'il soit tout simplement à la lecture plus digeste. Mais ça, c'est aussi très stimulant de continuer à faire ce travail-là sous la forme d'articles, de livres, pour pouvoir tout simplement continuer à tenter d'inscrire des sujets qui, moi, me tiennent à cœur dans le champ de l'histoire de l'art contemporain. C'est toi qui le fais, ce travail de justement rendre le texte plus digeste?
Oui. Putain, ouais, J'essaye. Ok. J'essaye. En fait, si tu veux, le travail de thèse, évidemment, c'est un exercice, un jeu de citation et de référence perpétuelle avec une méthodologie sur laquelle on doit revenir, mais aussi de nombreuses notes de bas de page où on source les différentes références. Et rien que là-dessus, il y a quelque chose peut-être à pas oublier définitivement, mais évidemment, sinon ce serait plus intéressant du tout, mais à simplifier, en tout cas, peut-être à évacuer à certains moments. Et l'éditeur, il rentre pas avec toi dans ce travail-là? Ça dépend des éditeurs. Il y en a qui peuvent donner de très bons conseils. Ouais. Le travail d'éditeur, en France en tout cas, est aujourd'hui très intéressant. Je pense que c'est aussi très difficile, surtout lorsqu'on tente de sortir, lorsque ces maisons d'édition tentent de sortir des ouvrages universitaires, donc qui sont édités à peu d'exemplaires. Oui, j'allais te poser la question, c'est quoi l'économie d'un projet comme ça? Combien ça coûte, entre guillemets, dans quelle échelle de prix on est, et surtout pour quel genre de tirage? Ouais. Alors, le prix, je pourrais pas te dire, je me rends pas compte, mais nous, on est censé, en tant qu'auteur, autrice, aussi débloquer des fonds. Ouais. En l'occurrence, j'ai pu être aidé de mon école doctorale à Paris 1 pour justement aider l'éditeur dans ce processus éditorial, dans l'impression même, mais aussi la distribution, qui a un coût non négligeable pour les éditeurs. En l'occurrence, c'était édité à 800 exemplaires. Et comme ils ont placé l'ensemble des exemplaires pendant les 6 premiers mois, ils m'ont proposé une réédition de l'ouvrage. Donc en 2024, 6 mois après. C'est quand même un gros tirage, je trouve. 800 déjà, oui. c'est pour bien. Pour ce type de sujet qui reste quand même des sujets de niche, mais qui tentent aussi, c'est un petit peu le projet, notamment encore une fois, d'inscrire ce sujet un petit peu en marge des circuits institutionnels de l'art, type musée et galerie, dans le champ de l'histoire de l'art des années 70 et 80. Oui, c'est vrai que c'était un petit peu un challenge, quoi, de pouvoir proposer ça à un public aussi qui s'intéresse à la question de l'art contemporain et pas forcément que de la musique dite expérimentale, en l'occurrence industrielle, qui joue plus d'ailleurs de concepts et d'images que de musique. Et c'est là où le champ de l'histoire de l'art peut intervenir par un rapport au graphisme passionnant, très important, mais aussi par la voie de la performance, de la vidéo et du film expérimental. Est-ce que... Le secret, c'est une bonne couverture. Le graphiste a parlé. Exactement. Mais ce qui est le cas de son ouvrage. On ne peut plus catchy. Oui, et puis c'est une œuvre intéressante sur la couverture. On voit José Fanny-Tutti sur une chaise ligotée où elle rejoue en fait l'exécution par balle de Gary Gilmore. Donc un meurtrier américain en 77, où elle rejoue ça avec 2 autres acteurs du monde de la musique industrielle, Monte Casasa et Genesis P-Orridge, et j'ai choisi de retenir cette image de José Fanny-Tutti pour insister sur le rôle qu'elle a eu fondamental dans la construction du genre industriel, étant donné que j'ai constaté ceci pendant mes recherches, que trop souvent dans l'histoire de la musique, ces artistes femmes, José Fanny-Tutti, mais pas que, il y en a eu pléthore, n'ont pas forcément été retenues. Donc là, c'était aussi pour moi très important, tout simplement de montrer que tout comme ses collègues hommes, elle a eu autant d'importance, évidemment. Et toi, t'as vu juste une couverture catchy. Oui. Voilà. J'ai vu un graphisme. Mais elle retient l'œil. J'ai vu un graphisme, j'ai vu une tension dans l'image, j'ai vu une scène et pas une couverture blanche avec un titre à rallonge de thèse qui n'en termine plus. Oui, certes. C'était la dernière question. Est-ce qu'on a fait le tour? J'ai l'impression qu'on a tout évoqué. J'ai l'impression qu'on a tout évoqué. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire ou que tu penses qu'on a oublié dans nos questions, un aspect de ton métier sur lequel on est passé à côté? Moi, j'allais dire le lien avec l'espace, avec la scéno, avec la mise en scène. Ouais. Donc on peut bénéficier ici au Centre Pompidou, en tout cas, d'un certain nombre de moyens, de moniteurs de l'époque, donc des PVM Sony, qui nous permettent de
voilà, tenter de montrer le mieux possible des vidéos qui sont aussi historiques. Étant donné que si on montre une vidéo des années 80, par exemple, sur un écran plasma, du point de vue du format, mais aussi de la qualité de l'image, on va pas du tout avoir le même rendu. On va être sur du pixel, où on est sur sur des tubes cathodiques pour ce qui est des PVM et donc des moniteurs de l'époque. Ça, c'est très important pour nous, évidemment, pour la collection Nouveaux Médias. D'ailleurs, c'est un enjeu, moi, qui me concerne pas, étant donné que je ne suis pas restaurateur de ce type d'œuvre, mais qui peut concerner notre collègue Alexandre Michan autour de la préservation de ces médias qui, par définition, sont instables. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur la préservation des bandes magnétiques, de la qualité de l'image et de la façon dont on peut montrer tout simplement les images qui sont construites, sont montrées sur un matériel qui devient obsolète par définition il y a à une terme. question de conservation du support, mais aussi du moyen d'accéder à ce support, enfin de lire. Peut-être dire du mal de quelqu'un. Mais de qui? Je ne vois pas. J'ouvre la porte. Peut-être. Nous on cherche le buzz. Non. Allez Pas de voter maladie. dimanche. Allez voter dimanche. Ouais, très important. Très important. Et peut-être tout simplement dire que ce travail de thèse, mais aussi ce travail dans les musées, c'est une affaire de passion, tout simplement. Toujours rester curieux. Peut-être avoir ce rapport aux langues étrangères aussi qui est très important. Bon, je dis ça peut paraître très simple, mais étant donné qu'aujourd'hui on parle tous plus ou moins anglais, un anglais en tout cas international, mais il est important quand même pour aussi présenter la diversité des artistes et des pratiques au sein même du musée. T'as un conseil à donner à des artistes justement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour toi? Quel est le conseil que tu peux, les conseils que tu peux donner aux artistes, aux commissaires? Qu'est-ce qu'il faut faire? Loin de moi l'idée de donner des conseils aussi précieux, importants. Peut-être juste la curiosité, continuer à être passionné évidemment et être fidèle à sa propre pratique en tant que commissaire ou artiste, toujours en étant dans la création et en insistant, en étant en allant le plus possible vers des sujets qui nous parlent et qui nous intéressent. Voilà. Eh bien, Nicolas Ballet, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pourrez retrouver toutes les informations et actualités de Nicolas sur son Instagram @ballet_Nicolas. Merci au Centre Pompidou qui nous a accueillis et nous a soutenus durant toute cette saison de Sans Titre. Un grand merci à Cyril et à ses équipes qui nous ont accompagnés à la régie. Retrouvez toutes les informations des émissions passées et à venir sur notre Instagram @santtitre.cast. Vous retrouverez également nos replays sur YouTube, Spotify et TikTok. Merci à Olivier Schloberg pour le générique. À bientôt. Bisous.